La 29e conférence sur le climat s'est donc ouverte ce matin en Azerbaïdjan. Pendant les 2 prochaines semaines, 80 000 participants sont attendus à Bakou. Une centaine de pays seront représentés pour une COP centrée cette fois, je le disais, sur la finance. Les négociations doivent permettre de fixer cette année un montant de contribution financière des pays du Nord vers ceux du Sud pour accompagner leur transition climatique. Mais l'objectif risque d'être percuté par de nombreuses complications. Grande méfiance à l'égard de Bakou pour ses liens avec l'industrie fossile, absence de nombreux dirigeants. Et grand retour, bien sûr, de Donald Trump, annoncé pour janvier prochain à la tête de la Maison-Blanche. Perspective sombre donc pour cette grande messe sur le climat qui nous fera nous interroger aujourd'hui. L'élan pour le climat peut-il tenir à l'heure où les Occidentaux, menacés par les progressions des populismes, apparaissent davantage préoccupés par leurs finances publiques? Les COP peuvent-elles rester fidèles à leurs objectifs face aux intérêts des énergies fossiles? Peut-on encore garder espoir alors que l'urgence climatique semble chaque année s'accélérer? Évidemment, on vous parlera de ce récent exemple de la région de Valence. Tous ces points, nous allons les aborder avec notre invité du jour qui est Salomé Saké. Bonjour Salomé, bonjour. Journaliste, autrice de 2 ouvrages, Sois jeune et tais-toi, et puis ce petit dernier nouveau numéro intitulé Résister, rédigé en forme de réponse à la progression de l'extrême droite ici en France. Vous n'êtes pas une spécialiste du climat, mais vous vous saisissez évidemment du sujet régulièrement pour Blast et dans vos livres. On va y revenir dans un instant. Je viens de résumer à peu près l'ensemble des problématiques, et il y en a un certain nombre, l'introduction était assez longue, principaux cailloux ou plutôt rochers sur le chemin de cette COP 29. Difficile d'imaginer pire départ pour une COP? C'est vrai que là, la situation empire en fait d'année en année, et c'est difficile de garder espoir quant à un potentiel succès du multilatéralisme pour faire face au réchauffement climatique. Mais je pense qu'il y a quand même encore une possibilité d'arriver à certains accords, et surtout, c'est mieux que rien en réalité. Donc, on est effectivement, pour les journalistes qui se penchent sur ces questions, c'est difficile d'être optimiste, mais on n'a pas d'autre choix que de continuer à couvrir ça, que de continuer à informer, que de continuer à en parler, et de continuer à espérer qu'enfin les chefs d'État et les dirigeants de tous les pays prennent leurs responsabilités. Alors, c'est mieux que rien. Vous dites, peut-on pour autant en attendre quelque chose? Ça, c'est une autre question. Il y a de vrais enjeux de fixer aujourd'hui. C'est la question financière qui préoccupe. On doit se retrousser les manches et s'engager à verser plus pour les pays du Sud. Oui, c'est ce qui, depuis le début, est mis en avant par les différents rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, qui rappelle ce paradoxe immense qui est que les pays dits du Sud sont ceux qui ont historiquement, et encore aujourd'hui pour la plupart, le moins pollué, le moins émis de CO2, et ce sont pourtant ceux qui en paient le prix le plus fort, et qui se trouvent avec des personnes qui sont les moins préparées en fait, pour faire face au réchauffement climatique, et qui ont parfois les événements les plus extrêmes. Donc il y a une question de justice tout simplement pour pouvoir réussir à faire face à ça collectivement. Et malheureusement, c'est pas ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Alors on rappelle quand même qu'en 2009, il y avait eu un accord qui avait été voté qui prévoyait de redistribuer 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud qui venaient des 39 pays les plus développés. C'était censé être de 2020 à 2025, ça a été fait qu'en 2022. Aujourd'hui, globalement, le montant qui est exigé par les ONG et les observateurs, c'est 1000 milliards de dollars. C'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus, et surtout l'enjeu, c'est de se demander qui donne. Parce que des pays qui ont longtemps été considérés comme des pays en développement sont aujourd'hui parmi les plus gros pollueurs. Donc, c'est de réussir à vraiment déterminer qui va payer, comment on se met d'accord là-dessus et qui va en bénéficier, à quel titre. Et c'est aussi ça qui est en jeu, qui est très compliqué à déterminer. Les 1000 milliards que je suis en train de vous donner, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui s'est engagé à participer à ce montant-là. C'est vraiment le montant qui est considéré comme raisonnable par les spécialistes de ce sujet. D'ailleurs, les pays occidentaux disent que c'est beaucoup trop au vu des objectifs affichés dans chacune des chancelleries. On va revenir tout de suite, évidemment, sur ce chiffrage, mais cette déclaration tout à l'heure, au moment de l'ouverture de la COP, il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. C'est ce qu'a déclaré en ouverture tout à l'heure le chef de l'ONU pour le climat, ajoutant « Le financement climatique n'est pas une œuvre de charité, il est dans l'intérêt de tous ». Après une précédente édition centrée sur la sortie progressive des énergies fossiles, cette COP sera cette fois axée donc sur la finance, avec cette question, on l'évoquait, quelle somme mettre sur la table chaque année? Ils ont 2 semaines pour s'entendre. Alice Brogan nous l'explique, regardez. 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est ce que prévoit l'Observatoire européen du climat Copernicus. Le réchauffement climatique s'intensifie avec des effets déjà dévastateurs pour la planète et ses 8 millions d'êtres humains.
Pour en limiter l'impact, les négociateurs de la COP29 qui démarre à Bakou doivent aborder cette année une question centrale, celle du financement. Un sujet primordial pour ces militantes sénégalaises qui attendent davantage de soutien des pays riches pour compenser l'impact du changement climatique sur les pays les plus démunis. Parce que ça fait depuis 4 ans qu'on marche et qu'il n'y a rien. Ils dépensent des milliards pour faire leurs conférences et qu'ils nous doivent de l'argent, beaucoup de milliards, pour nous dédommager. Parce que ce sont les pays industrialisés avec leur course au développement qui ont causent des émissions de gaz à effet de serre. L'un des enjeux de la COP est d'aligner le montant des contributions sur l'ampleur des besoins au niveau mondial. Chaque année, les pays les plus démunis reçoivent environ 100 milliards de dollars d'aide des pays les plus riches, principalement sous forme de prêts. Mais selon l'ONU, les besoins sont 10 fois supérieurs. Les 198 États de la COP ont 11 jours pour s'accorder sur un nouvel objectif de financement, mais les négociations risquent d'être plombées par les conflits au Proche-Orient et par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Le futur président compte relancer l'exploitation pétrolière et gazière dans son pays. Les États-Unis, en tant que plus grands émetteurs et producteurs de combustibles fossiles, ont une responsabilité démesurée pour réduire leurs émissions, s'éloigner des combustibles fossiles, mais aussi fournir des financements. L'actuel président américain Joe Biden, lui, ne sera pas présent au sommet. Parmi les grands absents figurent aussi les présidents chinois et brésiliens, tout comme le président de la Commission européenne, le chancelier allemand et le président français. On va revenir dans un instant sur cette longue liste d'absents à cette COP29 qui en dit long peut-être sur l'état de préoccupation concernant le dossier climatique. Il y a plusieurs sujets abordés ici, Salomé. Il faut peut-être revenir d'abord sur la méfiance vis-à-vis de Bakou, l'Azerbaïdjan qui organise cette COP29. Ça a fait beaucoup parler jusqu'aux dernières minutes. Pas vraiment crédible dans son rôle de pays organisateur, l'Azerbaïdjan. Non, puisque l'Azerbaïdjan est un pays producteur de pétrole, un pays qui est parmi les 10 plus gros producteurs au monde. C'est les énergies fossiles en Azerbaïdjan, ça représente 98% du mix énergétique, ça représente 68% du PIB. Donc c'est exactement le même problème que l'année dernière à la COP de Dubaï aux Émirats arabes unis, qui est un pays producteur d'énergie fossile, alors que d'ailleurs pour la première fois l'année dernière, on a reconnu que les énergies fossiles étaient le problème, étaient à l'origine du réchauffement climatique. Et donc il y a une contradiction même dans le choix du lieu où se tient cette COP. Et surtout, ce qui inquiète, c'est l'infiltration par des lobbies, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, des lobbies des énergies fossiles qui sont présents depuis quelques années au COP. L'année dernière, à Dubaï, c'était environ 2500 lobbyistes des énergies fossiles qui ont été accrédités pour participer à cette COP. Donc entre les lobbies, entre le lieu de la COP et les intérêts... C'est biaisé dès le départ, c'est ça que vous êtes en train de dire, Salomé ? Alors, je peux pas dire que c'est miné de départ parce qu'on verra je suis pas devin, on verra ce qui va se passer, mais effectivement, les conditions sont pas réunies pour que les intérêts communs soient défendus, parce qu'encore une fois, l'intérêt des habitants de cette planète, dans leur immense majorité, n'est pas que l'on continue à extraire des énergies fossiles, puisque ça a des conséquences absolument dévastatrices sur, en l'occurrence, 3,5 milliards de personnes qui aujourd'hui se trouvent dans des lieux qui sont vulnérables au réchauffement climatique. Donc il y a vraiment un problème entre les personnes qui décident, qui sont à cette COP, et l'intérêt global qui n'est pas celui de ceux qui produisent des énergies fossiles, enfin qui extraient des énergies fossiles en l'occurrence. Voilà, une méfiance d'autant plus renforcée quelques jours avant le coup d'envoi de cette COP par ce scandale, cet entretien enregistré à l'insu du directeur général du sommet, mettant en avant l'existence d'un conflit d'intérêts. On va entendre tout de suite un extrait, ces révélations de l'ONG Global Witness diffusées il y a quelques jours par la BBC. Écoutez. Nous avons beaucoup de pipelines, beaucoup de gisements de gaz qui doivent être exploités. Nous avons de nombreux projets écologiques qui intéressent beaucoup SOCAR, la compagnie pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan. Ce sont des possibilités à explorer, mais dans tous les cas, ce sont des choses qui doivent être discutées avec SOCAR. Je serais ravi de créer un point de contact entre leurs équipes et les vôtres pour que les discussions puissent commencer. Voilà, ça c'est l'extrait du directeur général de la COP, donc approché, conflit d'intérêts réel, qui a poussé d'ailleurs à l'appel au boycott de ce rendez-vous cette année. Conflit d'intérêts évident, malheureusement, mais encore une fois, on se retrouve avec des intérêts économiques qui sont extrêmement puissants. L'intérêt de cette séquence, c'est pas de dire on peut rien faire avec les COP, c'est de dire ayons conscience collectivement d'à quel point les intérêts économiques prennent, de quelques-uns, encore une fois, prennent une place
immense dans des négociations internationales. Et il y a un rôle aussi des populations dans la manière dont on peut faire pression sur nos gouvernements pour que ça change et que les différents gouvernements à travers le monde n'aient pas leur oreille qui soit tournée vers ces lobbyistes et certains intérêts économiques, mais plutôt, encore une fois, vers l'intérêt général. Donc ça peut changer, mais c'est important, effectivement, d'avoir conscience de ce qui se joue, parce que c'est très cynique, en fait, comme mode de fonctionnement. Est-ce que les COP peuvent vraiment rester fidèles à leurs objectifs face aux intérêts des énergies fossiles ? L'histoire n'est pas écrite. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est ce qui est rappelé dans tous les rapports du GIEC, y compris le 3e volet du 6e rapport, qui est donc le dernier rapport, qui est un concentré de solutions, qui nous montre que la trajectoire n'est pas du tout dessinée à l'avance. Mais effectivement, là, aujourd'hui, encore une fois, ce qui se passe ne va pas du tout dans l'intérêt du collectif. Et on rappelle qu'on est censé arriver à un monde à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On est déjà à plus 1,4 degré. Et si on continue comme on est en train de le faire aujourd'hui, on arrivera à 3,1 degré, plus 3,1 degrés, ce qui n'est pas juste qu'on a un peu plus chaud, mais qui engendre des catastrophes absolument majeures pour de très grosses parties de la population, qui va toucher l'intégralité des gens qui nous regardent aujourd'hui, à des degrés plus ou moins différents. Mais ça a vraiment des conséquences énormes. Et au lieu de reculer sur les émissions de CO2, on est en train d'augmenter, rien que pour l'année 2023 par rapport à l'année 2022, on est à plus 1,1% d'émissions de CO2. Donc Vous parlez de choses très concrètes, la Salomé Saké. On a encore assisté il y a une dizaine de jours à cette terrible situation en Espagne, dans la région de Valence. Plus de 220 morts, toute une région sinistrée et dévastée et choquée pendant des décennies à venir. On a le sentiment malgré tout qu'à la 29e édition d'une COP, on est encore en train de tenter de démontrer l'intérêt d'un tel rendez-vous et qu'il faut agir et vite. Parce qu'encore une fois, les intérêts économiques sont extrêmement puissants à mes yeux. Et je suis journaliste économique d'ailleurs, pas journaliste écologique, et ces deux disciplines sont très imbriquées. Ces enjeux-là sont en train de prendre beaucoup trop d'importance, et c'est pour ça que c'est si important d'être lucide sur ces questions. Et un des obstacles au changement dont on a besoin, et je tiens à rappeler d'ailleurs que les conséquences, vous l'avez dit, sont très concrètes. Quand on dit c'est pas à la hauteur, on n'a pas les financements, tous les chiffres que je vous ai donnés, les émissions de CO2, les milliards, ça se compte en vie humaine. Chaque fois qu'on dit là, tel financement n'a pas été à la hauteur de ce que nous disent les scientifiques, ça se compte en vie humaine. Ce sont des morts évitables. Et c'est ce qu'on a vu vraiment à Valence, là, et ça a fait beaucoup de bruit, mais beaucoup de gens ont déjà oublié. Plus de 220 morts, dans des conditions terribles, documentées en plus sur les réseaux sociaux, documentées par les médias, 220 morts qui, pour certains, auraient pu être évitables. Et c'est ça, le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas conscience de ça aussi parce qu'il y a un travail très fort dans les négociations internationales, comme là, c'est le cas, mais aussi dans la production d'informations à échelle mondiale, dans la bouche aussi de certains politiques, on l'a vu avec Donald Trump, une montée du climato-scepticisme. C'est-à-dire qu'on a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un recul de la prise de conscience mondiale parmi les populations des mesures à mettre en œuvre. Et dans ce contexte, effectivement, ça devient de plus en plus complexe. Ça, c'est une chose, un recul de la prise de conscience, mais y compris au sein des États où les dirigeants sont convaincus qu'il faut faire quelque chose. Là, on a les images d'Espagne derrière vous. La réponse de l'État espagnol a été largement critiquée. Ça a valu des scènes de violence encore ce week-end. Mais c'est vraiment, encore une fois, tout est écrit dans beaucoup de rapports scientifiques, de personnes qui analysent. Donc notamment, je me réfère au rapport du GIEC qui parle de tensions sociales, qui parle des tensions politiques, des tensions géopolitiques. De telles catastrophes ne peuvent pas rester sans conséquence. Ça va provoquer des colères de la population. Et c'est vraiment un cas d'école, le cas de Valence, puisque quand notamment le roi et la reine se sont déplacés sur place pour soutenir les populations, on leur a jeté de manière très symbolique de la boue au visage. Et il y a encore 2 jours, il y a eu des manifestations d'habitants qui disaient que non seulement les autorités ne leur ont pas permis d'éviter tous ces morts, mais en plus ne sont pas à la hauteur en termes de réparation des dégâts, d'intervention sur place. Et donc ça donne lieu à des manifestations qui peuvent être violentes, à des images d'affrontements avec la police, parce que évidemment que quand vous avez tout perdu et que vous avez perdu des proches et que vous êtes dans cet état, vous êtes en colère et ces épisodes vont se multiplier. Donc la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on peut les anticiper, qu'il existe des solutions, que les scientifiques sont désespérés. Et moi, je le vois dans les scientifiques que j'interviewe, vraiment, ils sont dans un état presque de désespoir de ne pas être écoutés. Donc, commençons à mettre au cœur du débat public les personnes qui savent. Mais pas écoutés par qui, justement? C'est pas par le commun des mortels, parce que ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais par les dirigeants, les politiques. Je crois que les Espagnols participent à cette COP29, mais il y a de nombreux dirigeants, la liste est extrêmement longue, qui ont décidé de ne pas s'y rendre avec des arguments. Chacun met en avant des excuses, on en pensera ce qu'on en voudra. La France, notamment Emmanuel Macron, a dépêché sa ministre à Bakou.
Emmanuel Macron, c'est la 3e fois qu'il n'assiste pas à une COP. Effectivement, si on prend juste le G20, donc les pays économiquement les plus puissants, il n'y en a que très peu qui sont sur place, les dirigeants des pays, alors que ça représente 80% des émissions de CO2 mondiales. Donc là, il y a une question de rapport de force. Ça nous dit quoi, ça, cette absence ? Ça nous dit que clairement, il y a une déliquescence de l'implication diplomatique, en tout cas économique, de certains États, et il est temps que ça change. Mais effectivement, encore une fois, c'est difficile de garder de l'optimisme. Après, ils peuvent être mis face à leurs responsabilités et que les populations leur rappellent que c'est leur rôle, en fait, de participer à ça. Mais encore une fois, pour en arriver à cet état d'exigence de l'opinion publique, encore faut-il que l'opinion publique soit correctement informée sur le sujet. Et pour ça, les opinions publiques, notamment des pays qui sont les plus puissants économiquement, comptent énormément. Et c'est en ce sens, la victoire de Donald Trump est une nouvelle désastreuse pour, on va parler pour des le reste du États-Unis. monde. Vous avez dit le mot désinformation. Là, c'était une perche tendue. Vous avez couvert, comme chacun d'entre nous, évidemment, cette élection présidentielle américaine avec son issue. Et donc, pour Blast, vous proposiez régulièrement des formats vidéo. Vous démeliez le vrai du faux et faisiez le tri parmi les paroles des candidats, Kamala Harris, mais aussi Donald Trump. On va regarder un extrait tout de suite et puis on en reparle juste après. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie Saoudite et le candidat à la Maison-Blanche a bien l'intention de garder cette place. Il souhaite à nouveau se retirer de l'accord de Paris, le traité international sur le changement climatique pour préserver le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, comme il l'avait fait en 2016, avant que Biden ne réintègre les États-Unis dans les négociations climatiques. Si Trump tenait sa promesse, ce serait un désastre, puisque de nombreux autres pays pourraient s'engouffrer dans cette brèche et décider de ne même plus essayer de respecter leurs engagements climatiques. Le retour de Trump à la Maison-Blanche dans 2 mois, ça va arriver vite. C'est terrible pour le climat. Oui, puis c'est terrible de revoir cette vidéo qu'on a tournée avant les élections et qui malheureusement se sont réalisées. Je dis malheureusement, pas en tant qu'opinion personnelle, mais malheureusement, tout simplement, encore une fois, pour les conditions d'habitabilité de cette planète. On rappelle le slogan de Donald Trump, un des slogans de Donald Trump en matière de climat, c'était « We're gonna drill, baby, we're gonna drill », à savoir, on va forer bébés, donc des puits de pétrole, on va forer. Et ça dit beaucoup de... Premier producteur de brut au monde, les États-Unis devant l'Arabie Saoudite. Et puis, 2e pays le plus polluant au monde. C'est vraiment un pays qui a une immense responsabilité. C'est aussi un pays qui a une responsabilité historique d'émissions de CO2. Si encore une fois, on remonte un petit peu dans le temps, en tout, si on prend l'intégralité des émissions, les États-Unis auraient 20%, auraient émis 20% des émissions de CO2. Donc c'est vraiment... terrible de voir Donald Trump se retirer, évidemment, potentiellement, enfin c'est sûr même, de ces accords-là. Mais encore une fois, ce qui est encore plus terrible, c'est de constater qu'un Américain sur 2 aujourd'hui est climato-sceptique et remet en cause l'existence du réchauffement climatique. Donald Trump, c'est pas simplement, comme beaucoup d'États, et notamment de dirigeants d'extrême droite, un climato-rassuriste, c'est-à-dire quelqu'un qui va reconnaître l'existence du réchauffement climatique, mais qui va vous dire la solution, c'est les nouvelles technologies, on modifie rien. C'est vraiment quelqu'un qui nie l'existence même de la réalité scientifique, l'existence du réchauffement climatique, qui parle de canular quand il parle de réchauffement climatique, qui, à plusieurs reprises, a dit que la planète se refroidissait. Donc on est vraiment très très loin, on est vraiment dans une réalité parallèle. Et comment on peut espérer que lui, il veuille s'impliquer ? Il y a une étude qui a essayé d'estimer un peu les conséquences de cette élection. C'est Carbon Brief qui nous dit que 4 milliards de tonnes de CO2 pourraient être émises en plus pendant les 4 prochaines années par rapport à une présidence Biden. Effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est le scénario du pire là qui s'est concrétisé parce que vous aviez fait aussi le bilan des promesses et du mandat Biden. Kamala Harris aussi n'était pas non plus toute verte. Très loin de là. Elle est même revenue en fait sur certaines promesses, mais encore une fois, là, on est sur un pur climato-sceptique. On peut difficilement faire pire, puisque de toute façon, il nie cette existence-là. Et son objectif, c'est simplement de pousser tous les curseurs au rouge pour faire augmenter la croissance des États-Unis, qui va quand même très très bien aujourd'hui. La situation économique des États-Unis est très bonne. Et ça va avoir des conséquences sur le monde entier. Et c'est tout le problème quand on parle de climat, c'est que nos choix individuels en tant que nation ont un impact sur toutes les autres nations, et notamment sur les plus vulnérables qui subissent. Et ça encore une fois, c'est important de comprendre que c'est permis par cette augmentation extrêmement rapide du climato-scepticisme. Et aux États-Unis, ça fait partie des 3 pays, avec les Émirats arabes unis et l'Australie, où il y a le plus de climato-scepticisme au monde. Et ça, c'est
c'est vraiment, c'est même compliqué d'aborder ça. En tant que journaliste, je tiens à rappeler, pour dire jusqu'où ça va, il y a un présentateur star de Fox News qui maintenant a quitté Fox News, qui s'appelle Tucker Carlson, qui continue d'officier sur une chaîne YouTube, qui est une véritable figure aux États-Unis, une figure conservatrice. Il y a des millions et des millions de personnes qui regardent ces vidéos, qui très récemment, par exemple, a dit que les ouragans qu'on a pu voir, notamment en Floride, sont liés aux avortements des femmes. C'est pas une blague, il a vraiment dit ça très sérieusement, parce que ce serait une punition divine par rapport à ces meurtres de masse. Et en fait, on en est là en termes d'information. Et c'est compliqué d'imaginer d'avoir les États-Unis qui vont avoir une position déterminante, là, notamment à la COP, dans ces conditions. Parce qu'en fait, là, les personnes qui sont clairement à Bakou, qui représentent les États-Unis, ne peuvent pas techniquement prendre d'engagement, et donc la Chine face aux États-Unis qui vont pas prendre d'engagement va peut-être pas vouloir suivre sur la question des financements, mais aussi sur la question de la feuille de route climatique à adopter pour les prochaines années. Et donc tout ça est très inquiétant, mais encore une fois, on n'a pas d'autre choix que de se dire que cela peut changer, qu'on peut essayer à notre échelle de faire évoluer les mentalités et d'informer, en fait, tout simplement. Et tout n'est jamais perdu, puisque ce que nous répètent tous les scientifiques, c'est que chaque dixième de degré compte, et que à chaque fois, chaque petite fraction de degré qu'on va éviter en plus, ce sont des vies qui vont être sauvées. Donc on ne peut pas juste se dire c'est foutu et arrêter tout effort. Alors justement, vous avez commencé par dire c'est quand même mieux que rien, même si on n'attend pas grand-chose de cette COP29. Cet ouvrage, Résister, qui est une réponse à l'extrême droite, l'arrivée de l'extrême droite aux portes du pouvoir ici en France. Mais je crois que c'est quand même un dénominateur commun que vous avez avec votre dernier ouvrage aussi, Sois jeune et tais-toi. Résister à l'extrême droite, résister aussi à peut-être ce qui est déjà écrit, notamment sur cette question du climat. Vous restez optimiste, Salomé Saké? Oui, alors c'est pas écrit, en fait. Les choses ne sont pas écrites. Je suis pas contre. Elles sont quand même bien engagées. Je suis pas en tout mal cas engagée. Je me positionne pas contre l'extrême droite par idéologie ou par posture. C'est vraiment parce que ce sont des partis, et en l'occurrence en France une formation politique qui est dangereuse sur le plan démocratique, sur le plan écologique. Et en fait, ce livre, c'est une réponse de l'information. C'est de rappeler les faits, des faits qui sont coupés, qui sont sourcés, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Parce que je crois que l'information, en tout cas en tant que journaliste, c'est notre arme principale. Et ça très vite, effectivement. C'est de la diffuser au maximum. Mais alors, pour une petite note d'optimisme, le Brésil a quand même vécu 4 ans de Jair Bolsonaro. Ça a été un désastre pour le climat. Aujourd'hui, c'est Lula qui est arrivé au pouvoir, qui, encore une fois, on est très très loin de quelqu'un de parfaitement... de parfait, en fait, qui pose d'énormes problématiques sur plein de sujets. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis son arrivée au pouvoir, notamment pour l'année dernière, il y a eu un recul de la déforestation. Il avait promis 0 déforestation au moment de la campagne. Effectivement, on en a encore. Ça va mieux, on en est loin, mais ça va mieux. Donc il y a des petites bonnes nouvelles comme ça, un recul de 30% sur l'année dernière, où on se dit c'est possible de revenir sur certaines choses. On ne peut pas tout défaire, mais on peut continuer à essayer d'améliorer la situation. Et je pense qu'il faut s'accrocher à ces petites bonnes nouvelles et au fait que même sur des énormes pays comme le Brésil, c'est possible d'inverser la tendance, c'est possible de repartir dans l'autre sens, y compris après l'arrivée au pouvoir d'un régime d'extrême droite. Et continue d'informer, donc ça c'est une arme redoutable oui, pour vous. Pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Et on voit que c'est lorsque les gens sont le plus informés qu'on arrive à avoir les mesures les plus efficaces et surtout les plus démocratiques, parce qu'à mes yeux, on ne peut pas arriver au changement majeur et profond dont on a besoin, notamment sur le plan économique, sans avoir une adhésion d'une bonne partie de la population. En France, on a eu un exemple quand même très intéressant en termes de démocratie, de climat et d'économie. Ça a été la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée il y a quelques années par Emmanuel Macron, où on a tiré 150 personnes au sort, on les a mises ensemble et on les a informées. On les a formées avec des scientifiques, des personnes qui n'étaient pas du tout des militants écolos, et on leur a dit voilà toutes les possibilités qui existent aujourd'hui. Et deuxième élément très important, on leur a donné une forme de pouvoir, puisqu'on leur avait promis que ce qu'ils voteraient entre eux serait adopté, et donc aurait des conséquences sur tout le pays. Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est que ces citoyens ont été remarquablement impliqués et ont à la fin voté pour un paquet de mesures qui correspondaient beaucoup à ce que préconisaient certains scientifiques et qui étaient beaucoup plus radicales que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, moi, la leçon que je tire de ça, parce que malheureusement, il n'y a que 10% de ces mesures qui ont au final été adoptées, c'est que quand on informe les gens et qu'on leur donne la sensation qu'ils ont du pouvoir, eh bien, ils sont capables de voter pour des mesures contraignantes, comme par exemple, c'était la limitation de la vitesse sur l'autoroute. Ils sont vraiment capables de se dire qu'on veut s'organiser collectivement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'information.